On va vous demander peut-être dans un premier temps de présenter votre société, votre activité et de présenter le développement la perception du Banging Box. Jenny, if you want to start round table. Oui, Tony, est-ce que tu pourras nous dire dans ton entreprise comme étant vraiment les priorités aujourd'hui? On a beaucoup parlé de l'environnement, de la communication, des problématiques d'oxygène. Sur quoi vous travaillez particulièrement aujourd'hui dans votre entreprise? Oui, on a beaucoup parlé déjà ce matin sur le marché et les attentes du marché. Et en fait, aujourd'hui, on essaye de définir ces attentes et après de mettre en place les outils techniques pour pouvoir fournir au marché. Alors, les outils récemment ont été l'environnemental, l'écologie, on en a beaucoup parlé, on avait beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de standardisation des méthodes de recherche, mais il y a encore beaucoup de controverses, beaucoup de débats. Et on l'a dit ce matin, chaque type d'emballage a tendance à tirer la couverture à soi. Et ce qu'il faudrait absolument faire, c'est de dire, même si on est centré sur un type d'emballage, il faudrait dire la vérité, il faudrait être clair, il faudrait être ouvert. J'ai du mal à parler dans le micro. C'est difficile pour moi de m'entendre aussi fort. En tout cas, comme je vous ai dit, il faudrait vraiment être honnête, transparent. Je pense que le message doit être véhiculé honnêtement. Et il faudrait que ce soit un message qui est bien compris par les consommateurs. Les consommateurs finaux, d'ailleurs. Il y a beaucoup de perception, de stéréotypes autour de ces messages. Et la bouteille en verre est vue par beaucoup comme étant l'idéal. Et finalement, en tant que consommateur, on fait partie d'un processus de recyclage, que ce soit en verre ou autre. Et ça fait partie du processus. Donc il faudrait vraiment impliquer, sensibiliser le consommateur pour qu'il comprenne ce qui se passe. Donc, je pense que c'est un aspect clé. Deuxième aspect concerne vraiment le fait de produire un produit qui est consistant en termes de qualité. Et on l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé du problème des fuites. Il s'agit d'une boîte qui comprend du carton et plastique, une film plastique. Donc bien sûr, on peut être impacté par des problèmes, des fautes. On a parlé tout à l'heure aussi du problème de la microfissuration des films. Donc il faudrait vraiment travailler sur la qualité du produit. Donc voilà, ce sont nos deux domaines de travail actuellement. Alors, de notre point de vue, je pense que le BIB nous aide à mieux vendre nos vins, ou vous aide à mieux vendre vos vins. Puisque aujourd'hui, on voit très très vite la valeur d'une Bib et vous allez vendre votre vin plus rapidement. Car le Bib est intéressant, attirant et pour le consommateur lambda, c'est vraiment bon rapport qualité-prix, il ne faut pas l'oublier. Et pour que le bag-in-box reste en place, il faudrait vraiment livrer en quelque sorte la promesse au consommateur et conserver la qualité du vin. Et c'est ça le Bib. Il faudrait être absolument sûr que les processus, les matériaux et les procédures sont tous faits de telle sorte à ne pas décevoir notre client. On utilise les mêmes marques en bouteille et en bag-in-box. Le bag-in-box attire le client et nous sommes tous là pour faire en sorte que votre client ne soit pas déçu, au contraire, soit extrêmement heureux de la qualité de son produit, que chaque verre de vin garde sa promesse, en quelque sorte. Je serais vraiment intéressée de savoir comment
arrive à communiquer à ses clients? Comment vous avez créé un rapport avec vos clients? Vous êtes une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, vous êtes très enthousiaste pour le BIB, je l'ai vu lors de notre dîner d'hier soir. J'aimerais savoir comment vous avez fait ça, comment vous communiquez avec vos clients et comment vous gardez les messages clés en place actuellement. Les messages clés sont simples. Ma première passion, c'est la qualité du vin. La découverte avec le BIB est arrivée il y a 11 ans. Et sur cette découverte du BIB a été pour moi une révélation, presque une hydrocution, on va dire, de dire quel merveilleux outil pour relancer la consommation au quotidien. Puisque en France, depuis quelques années, la consommation a chuté. Donc, mon idée, ou la seule idée que j'ai eue, qui était peut-être la bonne, c'était de conditionner des vins de haute qualité, donc des vins de vignerons récoltants. Alors, je ne veux pas faire un débat sur les vins de marque. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée sur les vins de vignerons récoltants aujourd'hui en France, sur la notion domaine, miso-domaine, château, miso-château. En tout cas, à Bordeaux, c'est très, très impactant. Et donc, mon idée a été d'aller là-dessus. Donc, on s'est battu un petit peu avec le CIVB bordelais pour accepter la notion de miso-château. Après, on a fait 5 châteaux. Après, on est passé de 5 à 15 châteaux. De 15, aujourd'hui, on gère 60 vins différents. Comme j'avais quelques difficultés à faire passer certains messages, on a créé depuis 5 ans un réseau qui s'appelle Vinomania, où je vous invite d'aller faire un tour dans un Vinomania. Ce sont des caves, bar à vin, restaurants. Bon, pour certains, ce sont des restaurants bar à vin, cave, mais bon, l'idée c'était de faire ça. Vous avez 60 vins en dégustation permanente au sortir d'un bag-in-box collection verre après verre. Et ces 60 vins ont été triés et sélectionnés par mon bras droit qui est chef sommelier au travers de 700 rencontres et audits de viticulteurs. Donc, comme je dis, ma première passion c'était le bag-in-box et mon cheval, le vin. La deuxième et mon cheval de bataille était le bag-in-box pour faire comprendre aux consommateurs, et je réagis tout à l'heure à monsieur qui disait est-ce que les vins bio ne peuvent pas être bloqués que sur des bouteilles. Pour moi, ce n'est pas la bouteille qui fait le vin, c'est le vigneron qui fait le vin. Et je pense qu'aujourd'hui, si on maîtrise bien le conditionnement bag-in-box, et c'est un petit peu le thème du débat d'aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté dans le développement du vin. En tout cas, la relance de la consommation me paraît tellement importante. Le poids de la viticulture en France, en Europe, est tellement important. J'ai appris avec plaisir que nous étions passés premiers dans la production de vin à côté de l'Italie et de l'Espagne. Je réalise aujourd'hui que 60% des vins qui sont produits sur la planète sont en Europe. Et je pense que le bag-in-box peut apporter une relance énorme dans la consommation du vin de tous les jours. Et après, dans le débat de ce qui me choque de tout à l'heure, c'est la notion de DLV ou DLUO que nous voulons mettre sur un bag-in-box. Je trouve ça très limitant. En tout cas, si demain nous devons le faire sur un bag-in-box, en tant que Bordelais, je me demande pourquoi on ne le ferait pas sur nos bouteilles, pour avoir bu des dizaines et des dizaines et des dizaines de bouteilles qui étaient complètement fanées, fatiguées, oxydées, pour être poli. Voilà. Donc, je pense pas. Moi, je pense que la valeur demain du bag-in-box, c'est de pouvoir exporter notre savoir-faire dans ce merveilleux contenant qu'est le bag-in-box et de faire goûter des verres de vin de produits sur les lieux de production. Et si demain on fait une DLUO ou une DLV, nous serons obligés de vendre du vin en vrac. Et si on vend du vin en vrac, nous n'aurons aucune valeur ajoutée au bout des merveilleux produits que nous sommes capables de produire en France et en Europe. Donc il faut quand même réaliser aujourd'hui que l'Asie vient de passer 4e producteur mondial de vin. On est dans une concurrence mondiale, il faut être très attentif. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le débat, ce qui nous intéresse, c'est de vendre des machines de bag-in-box, des poches, des robinets, et nous, producteurs de vin, enfin moi, du vin, ou est-ce que c'est ce tout que nous devons mettre ensemble et essayer d'apporter plus loin? Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. C'est compliqué. Très très clair, merci beaucoup. Jean-Claude, vous avez fait beaucoup de recherches dans le domaine du BIB. Vous avez travaillé pour nous à Performance BIB. Que voyez-vous? Sur quoi vous travaillez actuellement pour le BIB? Quels sont vos travaux de recherche actuellement? Et est-ce que vous pensez avec d'autres pays, aux États-Unis, avec l'Australie? Je sais que le BIB est important aussi bien pour les US que pour l'Australie. Et est-ce que vous avez des liens avec eux? Donc, première question, vos travaux de recherche actuellement. Et deuxièmement, le lien avec ces deux pays. Merci.
Oui, en fait, après avoir pas mal travaillé donc, sur l'oxygène au conditionnement, on a aussi pas mal étudié et profité donc, des différents progrès qui sont apparus sur le marché sur la mesure de l'oxygène, la mesure non destructive, qui a permis donc, de mettre au point la mesure de l'oxygène total et de standardiser la mesure de l'oxygène total. Maintenant, on s'intéresse plus au couple oxygène-gaz carbonique, à savoir maîtriser l'oxygène et le gaz carbonique simultanément au conditionnement. Alors, à travers les contacteurs membranaires, alors ça intéresse aussi bien la mise en bouteille, la mise, enfin tout type de conditionnement, hein, de la bouteille au bag-in-box, en passant par la bouteille PET ou le vin en tube. Voilà. C'est d'ordre plus général, hein, et on travaille donc sur ce couple avec le souci aussi d'essayer de gommer l'hétérogénéité des teneurs au cours d'un conditionnement. Ça, c'est le premier point, de cette première partie de votre question. La deuxième partie, au niveau du bag-in-box en particulier, avec les autres pays, non, on ne travaillait pas trop, quoi. Bon, il est vrai que pour tout ce qui est recherche bag-in-box, tout est plus ou moins centralisé à travers l'association Performance Bee. J'avais juste une question sur les coûts d'investissement en fait, au niveau des producteurs, comparaison par rapport à la bouteille, entre la bouteille et le bib, quoi. Qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, si on calcule le coût de conditionnement d'une bouteille, qu'on est d'accord pour l'arrondir entre la bouteille, le bouchon, la mise, etc., aux alentours de 1 €, en ce qui me concerne, moi j'arrive à une mise complète d'un bib de 3 litres à 2,49 € que j'ai arrondi à 2,50 €. Pourquoi? Parce que nous faisons de la mise au château. Nous apposons 2 étiquettes sur nos bibs, comme on appose des étiquettes sur une bouteille, etc. Donc l'économie aujourd'hui sur une mise au château avec un bib tel que je le vois, bon après je fais une boîte qui est 4-5 couleurs de Rurachot, etc. J'utilise une poche en VOH renversée. Voilà, j'essaye de mettre de mon côté tous les j'ai fait un camion qui m'a coûté beaucoup d'argent. C'est un gros outil qui m'a coûté 700 000 € pour arriver à conditionner convenablement le bag-in-box avec des résultats qui sont intéressants et qu'on va encore essayer de prouver, parce que le dire c'est bien, les prouver c'est mieux. Donc voilà, la mise en bag-in-box c'est un investissement aujourd'hui important, très important. Par contre la relance de la consommation, à mon avis, ma première étude de marché en 2000 m'a annoncé 30 millions de Français qui aimaient le vin. Sur ces 30 millions, il n'y en avait que 90%, enfin il n'y en avait que 10% à l'époque qui en buvaient tous les jours. Et donc ce qui m'amusait, c'était de me dire pourquoi les 90% ne boivent pas? Parce qu'une bouteille c'était trop. Et dès qu'on leur propose un verre de vin de qualité, ils disent oui. Le seul problème après c'est de gérer le contenant entamé, et le bag-in-box répondait à cette attente. Donc pour moi ça me paraissait logique. Après c'est le faire comprendre aujourd'hui qui est plus dur. La première question est récurrente, puisqu'elle a été déjà plus ou moins posée ce matin. C'est concernant les taux de transfert ou les taux de perméabilité à l'oxygène des différents types de matériaux qui constituent donc la poche. Savoir s'il y a des études de comparatives qui sont menées, où est-ce qu'on peut les suivre, sur quel site web, pour peut-être pas allonger trop la question. Et la deuxième, c'est une idée, question. S'il y a déjà des bag-in-box, on va dire, en poche plus ou moins isothermique, enfin, qui permettent de minimiser les transferts de chaleur qui sont en développement, oui ou non, quoi. Comparing films, alors, en ce qui concerne les films, alors on est particulièrement intéressé par cela. Il y a beaucoup d'études en cours actuellement. Et je pense que ce qui a été extrêmement clair à travers les études de performance du BIB était que les autres aspects avaient une importance supérieure. Donc, l'utilisation, le monitoring de la température, l'utilisation du BIB columite, l'oxymètre, etc. On peut avoir des films extrêmement performants, mais si vous avez abîmé votre vin au niveau du remplissage, avec trop d'oxygène,
avec un problème en termes du cône d'air, etc., vous allez vous retrouver en difficulté plus tard. Donc effectivement, il y a quelques films qui sont améliorés. Nous avons des poches métalliques qui sont performants. Et ceci jusqu'à 12 mois. Si vous voulez améliorer votre durée de conservation, c'est ce qu'il faut. Et vous avez certains matériaux qui peuvent aller même au-delà aujourd'hui. Oui, afin de compléter la réponse de Tony. Je vais parler dans le micro, sinon je vais me faire gronder. Alors, en ce qui concerne les problèmes thermiques, la boîte en carton agit afin d'isoler la poche à l'intérieur. Ce qui vraiment est la question clé, c'est le stockage à long terme. Et ce qui se passe très souvent pendant l'expédition, on emballe les boîtes dans ce qu'on appelle un conteneur reefer, ce qui stabilise la température. Et je pense que ce serait difficile en termes économiques d'avoir un conteneur réfrigéré. Le problème arrive quand nous avons des boîtes qui restent tout en haut des entrepôts avec 35-40 degrés et que ces boîtes sont stockées pendant 3 mois. Ceci va vous enlever 3 mois en termes de durée de conservation. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et je pense que c'est là-dessus où il faut travailler aujourd'hui. Il faut travailler sur les films, bien sûr. Et il faut surtout travailler sur le stockage et la température. Le remplissage contribue 40 à 50% d'oxygène en plus ou en moins au pack. Donc il faut vraiment se focaliser sur le remplissage et sur la température afin d'améliorer la préservation. C'est essentiel. Et bien sûr que nous sommes en train de travailler actuellement, il y a des options, mais il faut faire attention au coût. Donc on est toujours en train de faire le lien entre le coût et le bénéfice apporté. Il faut trouver la bonne équilibre. Je voudrais rajouter à cela le fait qu'il faudrait toujours avoir l'œil sur le coût. Parce que le BIB, afin d'être intéressant en termes de prix, doit être économique, il doit pouvoir concurrencer d'autres types d'emballages. Et afin de faire cela, il faudrait vraiment tenir compte de tous les aspects. On peut très vite laisser emballer les prix. Il y a très peu de marge dans le monde du vin aujourd'hui. Il faut faire extrêmement attention à garder cela au plus bas. Donc il faut qu'il y ait un bon rapport qualité-prix. Moi, je suis plutôt technicienne dans ma carrière et comme je vous ai dit ce matin, il faudrait vraiment regarder toutes les étapes. La vinification, le stockage, les niveaux d'oxygène, le remplissage. À toutes les étapes, il faudrait faire un suivi de près. Le remplissage, votre ligne de remplissage, il faudrait vraiment être honnête, il faut faire des petites améliorations. Et Sophie l'a dit ce matin, ce sont des toutes petites aspects, comme elle l'a dit, en ajustant la hauteur de votre table de remplissage. C'est tout simple, mais ça peut vraiment vous aider. Aujourd'hui, quand on remplit dans une bouteille du vin, si on utilise du vin de mauvaise qualité, si je peux utiliser cet adjectif, on ne va pas espérer que la bouteille le transforme et crée un vin qui soit absolument parfait en point de vue millésime et qui plaise à tous les consommateurs. Donc on ne peut pas, à l'inverse, expecter exactement la même chose d'un bag-in-box. Bag-in-box est toujours en amélioration, on essaie de créer de nouveaux films, on essaie de créer plus de barrières, d'augmenter la barrière oxygène et lumière qu'on a déjà sur certains films, d'augmenter la qualité du robinet, du système de soutirage, mais pour être franc, le bag-in-box magique qui va créer un super vin si on y va un vin de mauvaise qualité, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Et la bouteille n'a jamais créé ça non existe. Plus. Il est déjà là, ça fait. Le bag-in-box a plus de 30 ans aujourd'hui, donc les progrès qui ont été faits, moi ça fait 11 ans que j'ai lancé le bag-in-box, les progrès qui ont été faits sur le bag-in-box sur les 10 dernières années sont énormes. Seul truc, c'est que c'est pas le tonneau des Danaïnes où on va pouvoir passer toutes les saloperies qu'on a à vendre. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, grâce à un bag-in-box, écouler plein de vins. C'est ce que voudraient imaginer plein de gens. Mais ça, ce n'est pas réalisable. Nous, aujourd'hui, quand on parle d'un coût sur un bag-in-box, j'ai annoncé volontairement tout à l'heure, 2,50 €, c'est mon coût réel d'un bag-in-box. Donc je pense que je suis aujourd'hui
la personne qui met le plus d'argent dans un bag-in-box. Mais j'ai pu conditionner des Pessac léognan, des Saint-Estèphe conditionnés au château, que je n'ai pas de honte à faire goûter à côté de bouteilles. La seule différence, c'est quand on va vinifier ce vin, on va l'accompagner, on va travailler plus sur des vins qui... Parce qu'il y a encore un débat, c'est quoi un vin de garde? C'est quoi un vin de garde? Si un vin de garde, en tant que bordelais, c'est de vous l'oublier, c'est qu'il était tellement peu bon au démarrage qu'on vous disait qu'il fallait l'attendre 10 ans pour qu'il soit bon, c'est une manière de vendre le vin. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'un vin, il est bon en amont. Si vous le conditionnez dans un bag-in-box, vous avez un outil extraordinaire pour le faire découvrir au verre le verre. Moi, je pense que c'est ça, cet outil qu'il faut garder. Mais le bag-in-box n'est pas un produit magique, c'est un produit hautement performant, beaucoup plus performant que la bouteille, puisque sur les avantages, le goût de bouchon, vous ne l'aurez jamais dans un bag-in-box. La maladie de la lumière, enfin les goûts de lumière, vous les évitez. Donc il y a plus d'avantages aujourd'hui sur un bag-in-box que d'inconvénients. Donc après, c'est plus dans nos têtes et sur ce progrès technique que représente le bag-in-box qu'on a des freins. Voilà, alors... Moi, je suis prêt à répondre à tous ces freins, puisque je vous dis, j'ai poussé le délire à mettre des grands vins, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'un grand vin aussi? Si c'est un Lafite à 3 000 € la bouteille, c'est pas un grand vin. C'est un vin très cher, mais c'est pas un grand vin. Et l'idée, c'est plutôt de dire comment on peut relancer la consommation. Et cet outil est 10 fois mieux que tous les outils aujourd'hui qui existent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je voudrais apporter un éclairage un peu différent par rapport à tout ce qui s'est dit là. C'est que si on peut partir du constat qu'un vin en bag-in-box a une DLUO plus faible, on peut le conserver moins longtemps qu'un vin en verre. Tout ça, on constate également, tous les conditionneurs le savent, qu'on sulfite les vins un peu plus 10, plus 15 mg de SO2 par litre. On constate également que sur les vins conditionnés en bag-in-box, on peut moins ajuster la teneur en gaz carbonique. On est à 150 à 200 mg de CO2 par litre en moins. Même si donc, le BIB a des avantages et si effectivement il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau, je veux dire, amont jusqu'au conditionnement, à travers la diminution des apports, la maîtrise des apports au conditionnement, à travers la mesure de l'oxygène et à travers l'inertage du goulot. Ce qui a été ressorti de l'étude INRA 2004, c'est que pour une même température, notamment le vin en bag-in-box est plus sensible à des augmentations de température et à des variations de l'humidité. Voilà. Et c'est ce qui induit une DLUO plus faible. Et de ce côté-là, il me semble qu'une piste d'amélioration sur laquelle il faudrait se tourner maintenant, c'est sur le modèle emballage, c'est-à-dire film robinet, de manière à progresser à ce niveau-là. Là, je pense que c'est à ce niveau-là parce que que le bag-in-box pourra s'ouvrir d'autres marchés en tout en diminuant les sulfites et en augmentant donc, le SO2. Donc, on va aller vers plus de qualitatif et vers plus de sécurité alimentaire. Voilà. Oui, afin de revenir à ce que vous dites, mon expérience avec la grande distribution en Grande-Bretagne, c'est qu'ils ont une connaissance très appauvrie du traitement du vin. On voit des bouteilles sur les linières avec des systèmes de chauffage au-dessus, avec des lumières, etc. Alors, il ne faudrait pas se retrouver avec un bib qui a 5 ans sur les lumières. Donc, je pense qu'il faudrait absolument sensibiliser toute la chaîne logistique, tout niveau. C'est un long chemin à parcourir, mais je pense qu'il faudrait étudier toutes les étapes. Vous avez de la chance de pouvoir travailler avec des vins de grande qualité. Alors, je vais utiliser le cas de la Grande-Bretagne parce que c'est ce que je connais mieux. Notre marché BIB en Grande-Bretagne se focalise sur des marques à grande consommation qui sont raisonnables, mais ce ne sont pas les meilleures qualités. Mais bon rapport qualité-prix, comme on dit. Mais vous avez quand même encore quelques vins qui restent sur les linières. Donc, s'il n'y a pas un bon niveau de rotation, on ne peut pas contrôler la température en supermarché. Et je pense que ce qui va impacter
c'est qu'en Grande-Bretagne, on a vraiment poussé pour que le verre et le bag-in-box remplissent à destination et pas à l'origine. Donc ceci peut impacter au niveau de la qualité particulièrement et aussi en termes écologiques. Donc il n'y a pas de réponse toute faite concernant la qualité et la durée de conservation par rapport à tout cela. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Peut-on imaginer que le transfert d'oxygène qui s'opère à travers le film peut constituer un outil intéressant, par exemple, dans l'élaboration de vins qui seraient boisés, je ne sais pas, pourrait-on produire avec des copeaux, des choses comme ça, à l'intérieur même du bib, des vins boisés. En barrique. Parce que, la barrique, voilà. Non, mais les Saint-Estèphe aujourd'hui que je vends, ou le Pessac-Léognan que je vends, sont des vins qui sont élevés dans du bois. Et alors, si on veut pousser le raisonnement, est-ce qu'un vin peut vieillir en bag-in-box? Si c'est ça la question, je vais vous répondre oui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a des vins qui, dans mon expérience commerciale, ont été conditionnés en bag-in-box avec un potentiel, puisqu'on n'était pas autant intervenant en amont sur les vinifications, et qu'on a vu ces vins évoluer très très bien en bag-in-box. J'ai fait des sauternes, j'ai fait des Montbazillac en bag-in-box, des choses voilà, qui sont des bêtes à chagrin. Mais j'ai personnellement des bag-in-box chez moi qui ne sont pas faits pour être vendus, mais qui sont faits pour être goûtés et dégustés sur le côté organoleptique. Hein, c'est que sur le côté sensitif. Je ne fais pas d'analyse derrière. Je n'ai pas les moyens de me payer les analyses, mais qui sont des vins, grosso modo, allez, un bag-in-box il y a 5 ans, il n'est pas piqué, c'est un vin évolué comme une bouteille qui a 20 ans. Voilà. Alors, donc, il y a de l'oxygène qui passe. Moi, ce que je rêve, au travers de nos amis qui fabriquent les films, c'est de me faire le bag-in-box, le film le plus étanche. Pour autant, la difficulté qu'ont ces gens-là aujourd'hui, c'est de faire des films assez souples pour que ça se rétracte et que ça coule, et assez étanche pour que justement ça aille dans le temps. Également dans un prix de marché qui est acceptable par le marché, puisque le marché veut, au travers du bag-in-box, être très agressif en prix. Mais je trouvais la remarque aussi de monsieur très très importante sur l'analyse du marché aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et sur le marché français, où vous dites que la part de marché, qui aujourd'hui, les intentions pourraient aller à 36%, si j'ai à peu près compris ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous dis, enfin pour moi, qui suis peut-être un doux rêveur, je pense qu'on a encore un potentiel énorme sur le bag-in-box. Énorme. Est-ce que je peux répondre à ça? Avec plaisir. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est des intentions d'achat de consommateurs aujourd'hui. Et la mission, donc ils réagissent à ce qu'ils voient aujourd'hui. Maintenant, la mission des fabricants de bag-in-box, des marques de vin, des régions de vin, c'est aussi de leur donner la vision de comment ils pourraient utiliser le bag-in-box. Et moi, ce qui m'a perturbé beaucoup quand j'ai préparé cette intervention, c'est qu'on a eu des croissances phénoménales des ventes de bag-in-box, mais cette croissance va s'arrêter. Je veux dire, vous arrivez à 60% en Norvège ou en Suède, ça ne va pas aller à 150%. On arrive à 27% en France. Bon, à un moment, les gens vont pas, ça ne va pas remplacer la bouteille en fer. Donc la question est quel est le prochain relais de croissance du bag-in-box. Et je crois beaucoup à surfer sur la tendance ou à développer de nouvelles occasions de consommation. Et je pense notamment, par exemple, aux pays où, en Angleterre, ça compte beaucoup, mais aussi en Australie ou aux États-Unis ou au Brésil, qui sont des marchés en croissance, pas le Royaume-Uni, mais les autres, oui. Tout ce qui est, les Anglais disent outdoor, donc style de vie en extérieur. Et si vous regardez au Royaume-Uni, c'est intéressant, parce qu'ils reviennent à des petits contenants. Alors on passe à 2 litres 25, par exemple. Mais il y a aussi le fresh case, la poche, etc., qu'on voit de plus en plus dans tout ce qui est festival, pique-nique, etc. Dans un pays comme l'Australie, il y a un potentiel de développement énorme pour la consommation de vin en bag-in-box ou dans ce genre de format pendant les barbecues ou les pique-niques. C'est un sport national, une religion là-bas. Aux États-Unis, pareil. Au Brésil, où par nature, on boit de l'alcool et des boissons sur la plage, etc. Donc la question, c'est comment est-ce que le bag-in-box peut s'intégrer dans ces nouveaux modes de consommation, soit en créer de nouveaux, soit en suggérer de nouveaux, soit se mettre sur des modes de consommation de ce genre qui sont déjà existants. I mean, I think the point that
Ce qu'on a dit tout à l'heure est vraiment un aspect clé de cela. On parle de la qualité du produit, du contenu. Et les marchés dont vous avez parlé, les États-Unis, l'Australie, en Australie en particulier, il y a une véritable culture de l'utilisation, du fait que le bag-in-box est de mauvaise qualité. C'est une vanne de mauvaise qualité. Donc il faudrait savoir absolument changer l'image du bag-in-box dans des pays comme l'Australie. Donc là, on a beaucoup à faire en termes de communication, en termes de marketing par rapport à cela. Ceci a déjà été fait aux États-Unis. Il y a 2 produits en bag-in-box. Donc il y a les vins simples, on va dire, qui sont consommés par milliers de litres à travers des bag-in-box de 5 litres, très bon marché, à 8 à 10 dollars par produit. Et après, il y a un autre marché, comme en Grande-Bretagne, pour des bibes de très bonne qualité, d'excellents vins. On travaille beaucoup sur des vins de cépage, particulièrement certains types de vins, et ces bibes sont vendues à 15 dollars pour des boîtes de 3 litres. Donc vous voyez, c'est là où il y a de la croissance. Et c'est vraiment sur cette partie-là, sur le haut de gamme, on peut dire, que la croissance se passe actuellement. Donc il est essentiel de faire évoluer cela, d'augmenter cette croissance et de réussir la qualité du produit. Derrière tout cela, il y a toute la partie technique afin d'être absolument sûr de pouvoir donner cette qualité au consommateur final. Et c'est pour ça qu'on travaille tant sur la qualité des emballages. Mais le point de départ, on l'a dit, on l'a souligné, c'est vraiment le fait de mettre le bon contenu dans le contenant. Et ça, c'est essentiel. Et vous le savez tous, je pense que je parle à des convaincus ici aujourd'hui. Pour revenir un peu sur le vieillissement des vins en bag-in-box, si vous mettez par exemple alors là je parle des bag-in-box avec classiques, c'est-à-dire avec un film PEDMET ou VOH, vous le mettez dans votre cave à vin où vous maîtrisez la température et l'hygrométrie, et vous avez créé un système de micro-oxygénation. Voilà. Mais dans un sens, c'est pas le but, mais enfin bon, je veux dire, ça peut très bien, ça peut évoluer dans le bon sens. Pour des rouges, également, même pour des blancs type, on va dire, chardonnay ou l'arôme, le vin est aussi bon jeune qu'après un certain vieillissement. Par contre, pour des vins où on va rechercher le fruit, conserver les esters, les alcools supérieurs ou les thiols comme le sauvignon ou un rosé, ça pose plus de problèmes. Et c'est là où justement, et là je rejoins l'avis de Tony, c'est que si on veut ouvrir le bag-in-box, développer des nouveaux marchés plus haut de gamme, plus spécifiques, en fait, il va falloir travailler le couple conditionnement, enfin emballage, vin, comme l'ont déjà fait par exemple les bouchonniers, Nomacork ou d'autres, sur le couple vin-bouchon, puisque là, dans un cas de la bouteille verre, le verre est complètement étanche. Voilà. Non, c'est juste dire qu'on pouvait avoir aussi des projets, puisque ça a été des projets qui ont été soulevés, d'essayer de faire des conditionnements sur des très très grands vins, puisque étant à Bordeaux, les grands crus classés, notre classement qui est tout jeune de 1855, mais qui a une forte importance dans le prix de vente de nos vins, on a comme projet, je ne sais pas si je le ferai aboutir, c'est une question d'argent, de conditionner des très grands vins en bag-in-box et de faire sur la même qualité, sur les mêmes cuves des bouteilles et de comparer comment ça évolue. Je trouve ça ridicule, mais ça fait très plaisir à des gens qui sont très pointus dans le monde journalistique pour essayer de pousser des comparaisons qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt. C'est-à-dire que vraiment, l'étude, mon envie était vraiment de relancer la consommation, pas de faire vieillir du vin, etc. Et je suis très très bon client des Restaurants du Cœur, parce que quand je juge que mes vins ne sont plus à la hauteur de ce qu'ils doivent faire, je les offre au Restaurant du Cœur et ça me fait des abattements d'impôts
et ça fait plaisir à des gens, et c'est tout. Donc, après, c'est pour ça que la DLUO me gêne, parce que demain, on va se bloquer dans nos développements, en tout cas en France, si on veut exporter du bag-in-box. Parce que le chiffre, je ne le connais pas. La part d'exportation des bag-in-box par rapport sur 100 bag-in-box qu'on fait en France, il y en a combien qui sont vendus en France, il y en a combien qui sont vendus à l'export? Au moins la moitié sont vendus à l'export. Moi, j'ai trouvé cette matinée passionnante. J'espère que vous aussi. Je pense que Performance Bag & Box va partir avec quelques idées clés. L'importance de regarder les marchés individuellement, puisque leurs besoins sont parfaitement spécifiques, et leurs consommateurs aussi, bien sûr. Et en parallèle, il faudrait être absolument sûr que toutes les données que nous avons sont basées sur les faits, sur les chiffres. Nous avons besoin de recherche, nous avons besoin de vérifier que la qualité du vin dans le bag-in-box est d'une qualité optimale. Et j'espère que mes collègues à Performance Bib seraient d'accord pour dire qu'il faudrait absolument poursuivre sur le projet de recherche et qu'il faudrait commencer aussi à formuler les messages clés afin de donner des informations aux détaillants, aux consommateurs, au marché, à la presse aussi, à toutes les parties prenantes dans notre industrie afin de bien communiquer sur ce qu'est le bag-in-box, comment l'utiliser, ses avantages, les questions de conservation, etc. C'est là-dessus que nous allons nous centrer pendant les années à venir. Et je voudrais vous redire que pour tous ceux qui ont envie de se joindre à nous, de venir travailler avec nous, de faire partie de la grande famille, de partager leurs informations, leurs recherches, vous êtes vraiment les bienvenus. Venez nous voir. Je voudrais vraiment remercier l'IFFV, les organisateurs de cet événement. Merci beaucoup d'avoir organisé ce forum, de nous avoir permis de partager avec vous sur le bag-in-box. Merci beaucoup.